C'est un symbole de dépenser de l'argent pour les choses qui comptent pour les clients et de ne pas dépenser de l'argent pour les choses qui ne comptent pas. C'est que le stress arrive principalement à travers le fait de ne pas prendre d'action sur quelque chose où vous pouvez avoir du contrôle. Rappelez-vous, cet homme est un titan de notre époque, un géant. Salut mes petits chocolats, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va... Non, je plaisante. Bande de bâtards! On est de retour. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, fondateur d'Amazon, va répondre à toutes ces questions, qui sont passées d'ailleurs un peu vite sur l'écran, mais bon, c'est la vie. Et concept particulier, on a mis un code promo audible.fr quelque part caché dans la vidéo. On n'a pas été trop salaud, mais cherchez-le bien quand même. Et le premier qui le trouve aura accès à 10 livres audio totalement gratuitement avec ce code promo. Que la guerre commence. C'est parti. Eh bien, vous savez, cette étape de la page blanche est l'une des étapes les plus difficiles. Et l'une des raisons pour laquelle c'est difficile, c'est parce qu'à ce stade, il n'y a personne qui compte sur vous à part vous-même. Vous savez, l'une des choses qui est très motivante, et de nos jours c'est facile car nous avons, vous savez, des millions de clients qui comptent sur nous, et nous avons des milliers d'investisseurs qui comptent sur nous, et des milliers d'employés qui comptent tous les uns sur les autres. Mais durant cette étape de départ, c'est vraiment que vous, et vous pouvez abandonner à tout moment, tout le monde s'en fout. Donc vous commencez par les choses simples en premier. Donc vous voulez lancer une entreprise? Bien. La première chose à faire est de rédiger un business plan. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'être sûr que tout le monde sait ce que c'est un business plan. Et pour ceux qui le savent déjà, j'ai besoin d'être sûr que ce que vous savez, c'est bien simplifié par rapport à l'idée compliquée qu'on peut avoir d'un business plan. C'est parti. 6 points, ça va aller très vite. 1, le problème sur le marché. 2, la solution que vous souhaitez apporter à ce problème. 3, la compétition, parce qu'en fait, quand vous allez penser à votre solution, vous allez souvent réaliser qu'il y a déjà beaucoup de solutions pour beaucoup de problèmes. Du coup, c'est là que ça se complique un peu importe. 4, le business model, comment est-ce que vous minimisez les coûts pour la production et comment est-ce que vous augmentez les retours en vendant plus cher, moins cher, ça dépend. Justement, tout ça, c'est le business model. Comment vous trouvez le bon ratio entre la production et les ventes pour avoir des clients satisfaits et un retour sur investissement. Pour ensuite avoir votre avantage. C'est le point 4. Ah non, c'est le point 5. Ah non, 4. Je regarde là-bas, oui, c'est ça. Donc le point 4, c'est votre avantage. Il y a une compétition, il y a des problèmes, il y a des solutions. Mais quel est votre avantage sur la compétition? Pourquoi est-ce que vous avez plus de chances que certaines autres startups ou autres entreprises de faire mieux? Ok. Et le point 6, c'est le plus important, c'est le dernier, mais c'est la génération de trafic. Comment est-ce que vous allez faire pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui découvrent votre produit? La réponse reste fondamentalement le bouche à oreille. Ça a toujours été le meilleur marketing. Mais dans un premier temps, il va quand même falloir faire arriver ces premières leads, ces premières personnes pour que le bouche à oreille puisse commencer. Est-ce que vous allez payer un influenceur? Est-ce que vous allez payer de la publicité payante sur YouTube, Google, Facebook, etc. Ou est-ce que vous allez faire ça de façon organique avec un blog, un podcast? C'est à vous de voir, mais maintenant vous connaissez les 6 points qui se réaffichent maintenant sur l'écran. On peut reprendre. Donc j'ai fait ça. Et j'ai rédigé un plan d'une 30aine de pages. J'ai rédigé, j'ai écrit le premier brouillon lors d'un trajet en voiture. Vous savez, de la côte est à la côte ouest. Et ça a été... c'est très utile. Vous savez, le business plan ne survivra pas à ses premières rencontres avec la réalité. Ça sera toujours différent. La réalité ne sera jamais le plan. Mais la discipline d'écrire le business plan vous forcera à bien réfléchir à certains des problèmes et à vous mettre mentalement à l'aise avec le domaine. Je veux dire qu'après vous commencez à comprendre, vous savez, si vous poussez sur ce bouton, ceci va bouger ici et ainsi de suite. Nous n'avons rien vu ici qui a l'air vaguement avant-gardiste. Pas d'entrain corporatif ou de tour de bureau. Juste un échange d'aiguilles d'héroïne et un vieux bâtiment appelé Columbia. Mais il avait le numéro 1516, donc nous sommes entrés et il était là. Le logo connu de tous les clients du web à travers le monde. À l'étage, ça n'a pas l'air très high-tech non plus. Plus comme une résidence universitaire que comme un siège social. Et puis, il y a le patron. Vous l'entendez généralement avant de le voir. C'est le rire perçant du milliardaire Jeff Bezos. Bon, j'ai entendu beaucoup à propos de votre bureau. C'est une porte avec 4 pieds. Allez. Quoi? Je veux dire, vous pouvez vous payer un meilleur bureau que ça. C'est un symbole de dépenser de l'argent pour les choses qui comptent pour les clients et de ne pas dépenser de l'argent pour les choses qui ne comptent pas. Et vous n'avez pas besoin de moquette propre. Quelles sont ces choses sur le sol?
Eh bien, c'est, vous savez, des balles collantes. Apparemment, elle fonctionne. C'est super, très impressionnant. Rappelez-vous, cet homme est un titan de notre époque. Un géant. Ce qu'on peut se demander en regardant cet épisode, c'est qu'est-ce qui est important en fait et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je croyais que pour devenir riche, il fallait être comme ci ou comme ça. Souvent, en fait, on calcule les apparences et on essaie de reproduire ces apparences pour devenir riche. Et ça crée un truc comme ça, justement. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Les plus pauvres ont l'air des plus riches et les plus riches ont l'air des plus pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe pour moi, c'est que le truc le plus important au monde pour chaque individu, c'est d'être important. Et du coup, on vit notre vie pour augmenter notre sens d'importance, pour le 90% d'entre nous. Et l'idée, c'est comment devenir plus important, comment être plus important à travers un business ou à travers juste sa propre personnalité. C'est justement en augmentant l'importance des autres. C'est en améliorant, je vais y arriver, l'expérience utilisateur des gens qui vous côtoient ou de vos utilisateurs si vous avez une entreprise. Donc ce qui est important, c'est de se sentir important. Et la meilleure façon pour se sentir important, c'est de rendre les autres importants. Pas à n'importe quel prix non plus. Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais un bon élève. Je travaillais toujours très dur. J'étais un geek. Vous étiez un geek. J'étais un geek. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Vous vous en rendiez compte à cette époque? Ma montre s'actualise à partir de l'horloge atomique 36 fois par jour, si ça peut vous donner une indication. Vraiment. Oui, j'en ai bien peur. Mais vous vous en êtes très bien sorti, non? À l'école? Ouais. Oui, j'ai toujours été un très bon élève. Bezos allait dans une école du Montessori quand il avait 3 ans. En CE2, les professeurs savaient qu'il était surdoué. Un an plus tard, il commence à jouer avec les ordinateurs. Au lycée, il était majeur de sa promotion. Et socialement? Socialement, j'étais un petit peu bizarre. Je pense que ça serait une bonne façon de le dire. Des rencarts? Pas jusqu'à... je n'avais pas vraiment beaucoup de rendez-vous jusqu'à environ ma dernière année d'université. Qui était où? Qui était à Princeton. Uh-huh. En fait, j'avais mis un plan formel pour avoir des rendez-vous. J'avais tous mes amis qui m'arrangeaient des rendez-vous à l'aveugle. Aucun n'a très bien fonctionné. Peut-être que c'était son intensité, ou peut-être que c'était la façon dont il parlait. Écoutez la façon dont il décrit le business plan de son entreprise. Nous croyons que c'est un moment critique en ce qui concerne la formation de catégories. Bezos utilise le même type de jargon que Wall Street quand il parle et pense à presque n'importe quoi, y compris ce qu'il veut obtenir de la vie. La façon dont j'ai pris la décision de quitter Wall Street et faire ça est, vous savez, ça va vous sembler geek, mais c'était une structure de minimisation du regret. Donc c'est comme ça qu'en fait j'ai pris la... Si je comprends bien, si je peux traduire ça dans un anglais que je peux gérer, est-ce que ça signifie que je veux vivre ma vie pour que dans quelques décennies en partant de maintenant, je ne vais pas la regretter? C'est exactement ça. Je veux avoir vécu ma vie d'une telle manière que quand j'ai 80 ans, j'ai minimisé le nombre de regrets que j'ai. Et je pense que tout le monde fait ça en fait. Je pense que même s'ils n'appellent pas ça aussi bizarrement que structure de minimisation du regret, ils se comportent quand même de cette façon et ils pensent de cette façon. Mais pour vous, ce n'était pas Carpe Diem, ce n'était pas le vin, les femmes et la musique. Non. Je ne cherche pas Carpe Diem. Je cherche la structure de minimisation du regret. Absolument. Je pense que vous avez tous réalisé que la personne qui interviewait Jeff Bezos vivait un petit complexe d'infériorité. D'où les questions un peu piquantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jeff Bezos parle très bien anglais. Et d'ailleurs, les mots qu'il choisit sont très bien sélectionnés, ce que beaucoup de gens ne font pas. Les mots qu'on utilise sont très importants parce que derrière les mots se cache une idéologie. Vous pouvez penser un peu à ça et vous allez réaliser que c'est vrai, mais peu importe. Jeff Bezos, ce qu'il fait, il donne une réponse précise. Et les réponses précises de ce type, orientées résolution de problèmes, résolvent des problèmes. Et rares sont les gens qui ont des problèmes qui veulent vraiment les résoudre. Parce que j'ai parlé avec des centaines et des centaines de personnes. Et je peux donner la solution assez facilement. Le problème vient de ça, et pour moi, il faudrait aborder le truc de cette perspective, pour rester large. Et la personne me dit « ouais », puis elle continue son truc. Mais en fait, la solution était là, mais tu l'as même pas entendue parce que tu cherchais pas de solution. Parce que la solution, en fait, était le problème. Et comment est-ce que la solution pourrait être le problème? Simplement parce que cette personne qui parle de ses problèmes, on avait un autre en vrai. Et ce vrai problème, c'était de ne pas se sentir assez important. Et du coup, elle dit qu'elle a un problème. Et lorsque les personnes autour d'elle s'inquiètent de son problème, comme si c'était le leur, elle se sent assez importante. Waouh! Du coup, avoir des problèmes, ça marche dans la vie. Ou pas. J'ai été voir mon patron.
et lui ai dit, tu sais, je vais faire cette chose folle. Et je vais lancer cette entreprise vendant des livres en ligne. Et c'est quelque chose dont je lui avais déjà parlé, dans une sorte de contexte plus général. Mais ensuite il a dit, allons faire un tour, et nous sommes allés faire une marche de 2 heures au Central Park à New York City. Et la conclusion de tout ça a été, il a dit, tu sais, en fait ça sonne vraiment comme une bonne idée selon moi. Mais ça serait une meilleure idée pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon travail. Et il m'a convaincu d'y réfléchir pendant 48 heures avant de prendre une décision finale. Et donc, je suis parti et j'ai essayé de trouver une bonne structure dans laquelle je pourrais prendre ce genre de décision. Et vous savez, j'avais déjà parlé de ça à ma femme et elle était très très encourageante et a dit « Regarde, tu sais que tu peux compter sur moi à 100%, peu importe ce que tu veux faire. » Vous savez, c'est vrai, elle avait épousé ce genre de, vous savez, un type assez stable avec un parcours de carrière stable et maintenant il voulait aller faire cette chose folle, mais elle était derrière moi à 100%. Donc ça a vraiment été une décision que j'ai pu prendre par moi-même. Et là, la structure que j'ai trouvée, qui a rendu la décision incroyablement facile, a été ce que j'appelle, et ce que seulement un geek appellerait une structure de minimisation du regret. Donc je voulais me projeter en avant, à 80 ans. J'ai dit ok, maintenant je regarde en arrière sur ma vie. Je veux avoir minimisé le nombre de regrets que j'ai. Et vous savez, je savais que quand j'aurais 80 ans, je n'allais pas regretter d'avoir essayé ça. Je n'allais pas regretter d'avoir voulu, vous savez, essayer de participer dans cette chose qui s'appelle Internet. Alors que je pensais que ça allait être une grosse affaire. Je savais que si j'échouerais, je ne regretterais pas ça. Mais je savais que la chose que je pourrais regretter, c'est de ne pas avoir essayé. Et je savais que ça me hanterait tous les jours. Tu n'es qu'une merde de chier la caque, putain, tu comprends rien, toi, t'es con. Et donc, quand j'ai pensé à ça de cette façon, c'était une décision incroyablement facile. Je dis merde. Et je pense que c'est un très bon c'est si vous pouvez vous projeter à l'âge de 80 ans et penser en quelque sorte, que penserais-je à ce moment? Cela vous éloigne des fragments de confusion quotidiens. Vous savez, j'ai quitté cette entreprise de Wall Street au milieu de l'année. Quand vous faites ça, vous abandonnez votre bonus annuel. C'est le genre de choses qui, à court terme, vous troublent. Mais si vous pensez au long terme, alors vous pouvez vraiment prendre de bonnes décisions de vie que vous ne regretterez pas plus tard. La majorité des regrets, à part ça, sont des actes d'omission et pas de commission. Et je pense que la plupart des gens, quand ils ont 80 ans, vous savez, vous pouvez faire de mauvaises choses et tuer quelqu'un et regretter cet acte de commission. Mais la plupart des gens, vous savez, ordinaires de tous les jours, non meurtriers, leurs grands regrets sont des omissions. Avez-vous lu le Times ce matin, le New York Times? Oui, j'ai vu le journal ce matin, oui. À un moment vendredi, la valeur totale du marché boursier d'Amazon.com a été estimée à plus de 30 milliards de dollars, le faisant valoir plus qu'une entreprise industrielle majeure, telle que Texaco. Ça ne vous a pas époustouflé quand vous l'avez lu? Eh bien, je pense que si vous me demandez si cela génère une sorte de réponse émotionnelle, je pense que ça rend très humble. Et ça crée un sens de responsabilité. D'après mes calculs, vous-même, vous valez dans les environs de 9 ou 10 milliards de dollars aujourd'hui. Je dis juste ça parce que j'ai une question complémentaire. Ok. Qu'en est-il de la Honda? C'est une très bonne voiture. N'est-ce pas, dans une certaine mesure, un certain degré de... avec tout le respect que je vous dois, d'arrogance corporative, de supposer que vous pouvez venir dans ces affaires dans lesquelles vous n'avez aucune expérience et virtuellement, du jour au lendemain, entrer dans une énorme variété d'affaires différentes et devenir le meilleur dans ces affaires et le leader du marché dans ces affaires, quand il y a d'autres entreprises qui ont fait tourner ces types d'affaires pendant des décennies, si ce n'est plus. Je ne pense pas. Vous savez, quand on a commencé la première fois à vendre des livres, il y a 4 ans, tout le monde disait « Écoutez, vous êtes juste des gars à ordinateur, vous ne savez rien concernant la vente de livres. » Et c'était vrai. Mais on se préoccupait vraiment des clients. Et maintenant, on connaît beaucoup sur les livres.
Et quand on a commencé la première fois à vendre de la musique, les gens disaient la même chose, mais on a engagé les bonnes personnes. Donc on ne fait pas ça à vase clos. On sort et on engage les meilleurs experts de l'industrie dans chacune de ces catégories. C'est la même chose avec les jouets et l'électronique. Donc, vous savez, on prend ça très sérieusement. On prend l'engagement envers le client très sérieusement. On ne va pas sortir quelque chose ou annoncer quelque chose avant que ça ne soit prêt. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de la peur sur cette chaîne et des échecs. Donc on est tous OK avec le message commercial que d'échouer c'est sain. Et d'ailleurs c'est vrai, c'est commercial de plus en plus, mais c'est la vérité. Mais un concept qui m'aide vraiment à savoir si je suis calibré ou pas, c'est est-ce que je suis un wannabe, donc vouloir être, on dit les wannabes pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui font tout ce qu'ils peuvent en apparence pour ressembler à leurs idoles, ou est-ce que je suis un wanna-do? Wannabe, wanna-do, wannabe, wanna-do, wanna-do, wannabe. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui fait devient. Celui qui veut être, le wannabe, est dans un cercle vicieux où il n'est jamais assez en fait. Et du coup, il a besoin de la dernière paire de baskets, de la dernière voiture, de la dernière jolie blonde et tout, tu vois. Et c'est pas du matériel. Les femmes ne sont pas de la viande, je suis contre. Mais vous comprenez le point. Soyez pas un wannabe, soyez un wanna-do. Et rappelez-vous que tout ce qui peut être considéré comme vos points faibles ne le sont peut-être pas. Comme ne rien connaître dans un domaine vous permet d'arriver dans ce domaine avec un œil frais. Et ça, c'est un avantage qu'un spécialiste n'a plus. Donc, tournez vos désavantages en avantages comme le chi. Ça devient vraiment désagréable là dehors, j'ai l'impression. La librairie en ligne, la librairie Barnes & Noble, est tellement grande qu'elle donne l'impression qu'Amazon.com est minuscule. Pour moi, on dirait presque que c'est une déclaration de guerre. En fait, ce n'est pas juste Barnes & Noble. Mais l'une des choses... Walmart vous poursuit en justice. C'est vrai. Et vous êtes entouré d'ennemis, les gens veulent vous avoir. L'établissement est grand et puissant. Vous êtes parfois effrayé? Eh bien, je dis aux gens ici de se réveiller pétrifiés et effrayés chaque matin. Vous le faites? Oui, je le fais. Ce n'est pas inhabituel pour les gens qui ont atteint le genre de succès surprenant que vous avez accompli en une si courte période de temps. Qu'ils développent une peur assez forte de tout perdre. Avez-vous peur de ça? Je sais qu'on peut tout perdre. Ce n'est pas une peur. C'est un fait. Lorsque vous êtes en train de regarder les possibilités d'une façon réaliste, c'est très important pour les entrepreneurs d'être réalistes. Et donc, si vous croyez, lors de ce premier jour, pendant que vous écrivez le business plan, qu'il y a 70% de chances que tout le truc échoue, vous savez, alors ça libère en quelque sorte de la pression du doute de soi. Je veux dire, c'est comme un peu, je n'ai pas de doute à propos du fait qu'on peut échouer. C'est l'issue probable. Et c'est ce qui est. Et de prétendre que ça ne l'est pas va vous mener à faire des choses étranges, vous savez, des choses contre nature. Je pense que dans mon cas particulier, je ris beaucoup. Donc c'est un... Vous savez, il y a... Je pense que le stress, vous pouvez être... L'une des choses qui est très importante à noter sur le stress, c'est que le stress arrive principalement à travers le fait de ne pas prendre d'action sur quelque chose où vous pouvez avoir du contrôle. Donc, si je trouve qu'une chose particulière me fait avoir du stress, c'est un drapeau d'avertissement pour moi. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas clairement identifié, peut-être dans mon esprit inconscient, qui me dérange. Et je n'ai pas encore pris de mesures contre ça. Je trouve que dès que j'identifie le problème et passe le premier coup de téléphone, ou envoie le premier email, ou peu importe ce que nous allons faire pour commencer à aborder ce problème, même s'il n'est pas résolu, le simple fait qu'on aborde le problème réduit dramatiquement n'importe quel stress que celui-ci pourrait générer. Donc le stress vient du fait d'ignorer des choses que vous ne devriez pas ignorer. Je pense en grande partie. Donc, le stress ne vient pas. Les gens comprennent mal le stress tout le temps, à mon avis. Le stress ne vient pas du fait de travailler dur, par exemple. Vous savez, vous pouvez travailler incroyablement dur et adorer ça. Et pareillement, vous pouvez être sans emploi et incroyablement stressé à propos de ça. Donc, et pareillement, si vous utilisez comme, vous savez, comme une analogie pour ce dont j'étais juste en train de parler, si vous êtes sans emploi, mais que vous passez par, vous savez, une approche disciplinée,
vous savez, des séries d'entretiens d'embauche, ainsi de suite, et vous travaillez pour remédier à cette situation. Vous serez beaucoup moins stressé que si vous vous inquiétez juste à propos de ça sans rien y faire. Faites quelque chose pour laquelle vous êtes très passionné. Et n'essayez pas de chasser ce qui est la grande passion du jour. Je pense qu'on a vu ça en fait. Je pense qu'on le voit partout, dans de nombreux contextes différents, mais je pense qu'on l'a vu dans le monde d'Internet assez énormément. Et une sorte de pic de cette folie d'Internet. Et disons en 1999, vous trouviez des gens qui étaient, vous savez, dans quelque chose de très passionnant. Et ils ont pu quitter ce travail et décider, je vais, vous savez, faire quelque chose dans Internet parce que c'est presque comme vous savez, la ruée vers l'or de 1849 dans un sens. Je veux dire, vous trouvez des gens, vous pouvez remonter et étudier l'histoire de la ruée vers l'or de 1849. Vous trouvez ces gens, vous savez, à l'époque, tout le monde qui était dans une distance de tir de la Californie ils allaient devenir docteurs, mais ils ont arrêté de devenir docteurs pour aller commencer à laver de l'or à la battée. Et ça ne marche presque jamais. Et même si ça marche, vous savez, d'après certains indicateurs de mesure, le succès financier ou peu importe ce que ça peut être, je suspecte que ça vous laisse à la fin insatisfait. Donc vous devez vraiment être très clair avec vous-même. Et j'imagine qu'une autre chose que je recommanderais aux gens, c'est qu'ils prennent toujours un point de vue sur le long terme. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de controverses. Vous savez, il y a, vous savez, quelque chose où beaucoup de gens, et je ne suis pas l'un d'entre eux, pensent que vous devriez vivre pour le présent. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est penser à tout le temps qu'il y a devant vous et vous assurer que vous planifiez pour ça, d'une façon qui vous laissera ultimement satisfaite. Donc c'est c'est la façon dont ça marche pour moi. Et je veux dire, tout le monde a besoin de trouver ça pour lui-même. Donc je pense qu'il y a de nombreux chemins qui mènent à la satisfaction. Et vous devez trouver celui qui fonctionne pour vous. Ne partez pas plus bête que vous êtes arrivé. Je vais vous conseiller 2 livres, mais avant je vous pose une question. Est-ce que vous avez trouvé le code? Parce que si oui, les 2 livres, vous allez les avoir gratuitement et vous allez pouvoir avoir 8 livres de plus. Et quand je dis livres, je parle bien sûr de livres audio. Le livre que je vous conseille pour commencer, si vous n'êtes pas entrepreneur ou que vous commencez, je vous conseille le livre L'Art de se lancer 2.0 par Guy Kawasaki. Un bête de livre pour justement préparer un peu votre esprit à vous dire est-ce que je vais le faire ou pas le faire, est-ce que je vais le faire ou pas le faire. Peut-être qu'à la fin du livre, vous serez prêt à vous lancer. Et le deuxième livre pour les gens qui sont déjà entrepreneurs, c'est simplement Lean Startup de Eric Ries, un best-seller. J'ai pas grand-chose à en dire de plus que ce que vous connaissez peut-être déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille le livre. Les 2 liens sont dans la description, tout en haut de la description. Et moi, comme d'habitude, je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao, mes petits chocos. C'est comme ça que vous saurez si tout ça est plus qu'une simple ruse de pénis et vagin. Et si c'est quelque chose qui durera. Bonne chance.